Le secret invisible derrière Adam et Ève, Spinoza l'avait compris. Imagine une histoire racontée depuis des millénaires. Une histoire que tout le monde croit connaître, une image si simple qu'elle semble évidente. Un jardin parfait, deux êtres humains, un arbre mystérieux, une décision, et un changement irréversible. Mais que se passe-t-il lorsque l'on regarde cette histoire avec les yeux d'un philosophe? Et pas n'importe lequel, Spinoza, ce penseur qui a osé tout remettre en question, non pour détruire un récit, mais pour dévoiler ce qu'il appelle la mécanique secrète du monde. Et si Adam et Ève n'étaient pas des personnages, mais des symboles? Et si le grand mensonge n'était pas dans l'histoire elle-même, mais dans la manière dont nous l'avons comprise? Et si la faute, la chute, le fruit, n'étaient que des images pour décrire une réalité bien plus profonde? À naissance de la liberté. À découverte de la pensée. T'es l'entrée de l'être humain dans sa propre conscience? Pendant des siècles, ce récit a été vu comme une explication du commencement. Mais Spinoza pose une autre question. Et si ce n'était pas une explication, mais une métaphore sur la puissance de l'esprit? Bienvenue dans une exploration qui va transformer votre regard. Bienvenue dans une vision où Adam et Ève deviennent les premiers philosophes, où le jardin devient un univers intérieur, et où le fruit n'est plus une faute, mais une lumière. Asseyez-vous. Respirez. Ce que vous allez entendre risque de changer votre façon de penser le monde. Le jardin, un paysage intérieur. Le récit d'Adam et Ève a souvent été présenté comme une histoire située dans un lieu précis, un jardin, quelque part dans un passé lointain. Mais Spinoza, qui ne lit jamais un texte sans chercher sa portée symbolique, invite à dépasser cette image littérale. Pour lui, tout récit ancien doit être interprété à travers le prisme de la raison et de la nature humaine. Il nous rappelle que la sagesse de ces textes repose moins dans des faits que dans des leçons sur notre manière de vivre, de comprendre et de ressentir. Ainsi, le jardin n'est pas un espace géographique, c'est un état de l'être. Un espace intérieur où l'humanité, encore jeune, évolue dans une forme d'innocence. Un état où l'on vit en harmonie avec ce que Spinoza nomme la nature, cette force infinie qui englobe toutes les lois et tous les mouvements du monde. Dans cette perspective, Adam et Ève représentent l'humanité avant la complexité de ses passions. Ils symbolisent ce moment où l'esprit humain n'est pas encore divisé entre ses élans et ses peurs, entre ses désirs et ses doutes. C'est un monde où l'on ne connaît pas encore la tension intérieure, où le regard n'est pas encore brouillé par les passions qui, plus tard, troubleront les individus. Mais pourquoi un jardin? Parce que le jardin est l'image d'un lieu ordonné, harmonieux, où chaque chose a sa place. Il représente cet instant de la vie où l'esprit humain est encore simple, où il n'a pas encore développé toutes ses capacités de réflexion, de choix, d'interprétation. Spinoza explique que la nature nous offre spontanément une forme de bien-être quand nous vivons selon ses lois. L'humanité, dans cet état symbolisé par Adam et Ève, évolue ainsi dans une forme de paix intérieure. Pas encore de dilemme, pas encore de conflit, pas encore de conscience de soi dans toute sa profondeur. Puis apparaît l'élément qui va tout transformer, le fruit de la connaissance. Mais ce fruit n'est pas un objet interdit. C'est une métaphore pour représenter la naissance de la rationalité. Car Spinoza insiste, la connaissance est toujours un passage, parfois difficile, mais nécessaire. Elle mène de l'imagination à la compréhension, de l'obéissance à la liberté. Et ce passage ne se fait jamais sans provoquer des bouleversements. Ainsi, le mensonge ne réside pas dans le fruit, mais dans l'idée selon laquelle la connaissance serait un danger. Pour Spinoza, au contraire, connaissance est ce qui libère, qui élargit l'esprit, ce qui nous permet d'exister pleinement. Lorsqu'Adam et Ève s'approchent de l'arbre, ils ne violant pas un commandement. Ils franchissent une étape dans l'histoire humaine. Ils quittent la simplicité de l'état naturel pour entrer dans la complexité de la raison. Ce que Spinoza veut nous dire, c'est que ce passage n'est ni une chute, ni une faute. C'est une évolution, une avancée, une transformation nécessaire, comme celle d'un enfant qui grandit, quitte l'innocence et découvre la responsabilité. Le jardin symbolise alors le paradoxe de la condition humaine. On aspire à la paix originelle, mais notre véritable nature nous pousse à chercher la compréhension. Et la compréhension nous éloigne de l'innocence, pour mieux nous rapprocher de la liberté. Dans cette lecture, Adam et Ève ne sont plus les protagonistes d'une faute, mais les héros d'un éveil. Ils ouvrent la voie vers une humanité capable de penser par elle-même. Et c'est ici que commence le grand renversement proposé par Spinoza. Le mensonge n'est pas dans l'acte d'Adam et Ève, mais dans l'interprétation négative que l'on en a faite pendant des siècles.
Le fruit n'est pas une transgression. C'est un symbole lumineux, une invitation à réfléchir, à comprendre, à s'élever. Et c'est ainsi que s'achève cette première partie. Le jardin n'est plus le décor d'une faute, mais le théâtre d'une naissance. La naissance de l'esprit. La naissance de la liberté. La rencontre avec le fruit. La naissance de la conscience. Pour comprendre la vision de Spinoza, il faut d'abord se débarrasser de l'idée que le fruit est un objet matériel, un simple élément de décor destiné à provoquer une erreur. Spinoza nous rappelle que les récits anciens utilisent des images pour exprimer des phénomènes intérieurs. Le fruit représente donc un passage, un seuil, une étape dans l'évolution de l'esprit humain. Dans sa philosophie, ce que l'on nomme connaissance n'est jamais un objet extérieur, mais un mouvement interne de l'intelligence. C'est un peu comme si l'humanité, encore jeune, rencontrait soudain une force qu'elle ne comprenait pas encore pleinement, celle de réfléchir, de comparer, de interpréter, de se souvenir, de anticiper. Nous appelons cela la conscience, mais pour Spinoza, il s'agit d'un degré plus élevé de l'activité de l'esprit. Dans le récit traditionnel, Adam et Ève se tiennent devant l'arbre de la connaissance, observant un fruit dont ils ignorent encore ce qu'il représente. Dans la lecture spinozienne, cette scène symbolise le moment où l'esprit humain s'approche de sa propre lumière interne. Ce n'est pas un fruit qui attire leur regard, mais l'appel de la réflexion. Ce n'est pas une tentation, mais une découverte. Adam et Ève symbolisent l'humanité au moment où elle commence à se demander pourquoi les choses sont ainsi, pourquoi elles changent, pourquoi elles obéissent à des lois. Spinoza insiste toujours sur un point fondamental, rien n'est donné en vain dans la nature. Chaque chose existe selon une nécessité, chaque événement trouve sa cause. Alors pourquoi un récit aurait-il placé un fruit au centre d'une scène inaugurale? Parce que le fruit est une image universelle. Mûr, coloré, attirant, il symbolise ce qui nourrit et ce qui transforme. La connaissance, au même titre que la nourriture, façonne l'être humain. Elle le fortifie ou le fragilise selon la manière dont il la reçoit. On raconte souvent que Adam et Ève ne devaient pas toucher à ce fruit. Pourtant, lorsqu'on adopte le regard philosophique de Spinoza, cette interdiction n'est plus une règle imposée de l'extérieur. Elle représente plutôt la limite naturelle d'un esprit encore jeune. Avant de comprendre, il faut expérimenter. Avant d'accéder à une vérité, il faut traverser l'ignorance. L'humanité n'était pas encore prête à assumer ce que la connaissance implique. Non pas parce qu'elle en était indigne, mais parce que tout développement comporte une part de déséquilibre, un changement brutal dans les habitudes de penser et de ressentir. Spinoza nous invite à voir dans ce moment le passage entre deux états, celui de l'innocence, où l'esprit vit en harmonie sans se questionner, et celui de la conscience, où il commence à analyser sa propre existence. Ce passage est toujours difficile, car il fait naître un conflit intérieur. La connaissance bouleverse ce qui était stable. Elle éclaire ce qui était obscur. Elle montre ce qui était dissimulé derrière l'apparence des choses. Lorsqu'Adam et Ève symboliquement approchent de l'arbre, ce n'est pas un geste de curiosité inconsidéré, mais un acte profondément humain. L'humanité se dirige vers la réflexion parce qu'elle ne peut faire autrement. Dans la nature de l'esprit, dit Spinoza, il y a cette tendance à rechercher des causes, à comprendre les effets. Le mensonge ne se trouve donc pas dans le fruit, ni dans la décision de le goûter, mais dans l'interprétation ultérieure qui en a fait une faute. Le véritable danger n'a jamais été la connaissance. Le seul danger est l'ignorance. Spinoza explique que l'ignorance engendre la peur, et la peur engendre des récits qui enferment. Lorsque l'humanité commence à réfléchir, elle s'éloigne de ces récits limitants et se rapproche de ce qu'il appelle la joie, cet état où l'esprit augmente sa puissance de comprendre. Dans le récit ancien, le fruit est associé à des conséquences indésirables, mais dans la lecture spinozienne, ce fruit n'est rien d'autre que le premier acte de liberté humaine. Et c'est ici que se révèle le grand renversement proposé par Spinoza. La connaissance n'est pas une transgression, mais un accomplissement. Ce que l'on a parfois appelé la chute n'est en réalité que l'élévation de l'esprit vers un degré supérieur. Adam et Ève ne commettent aucune erreur. Ils franchissent une étape inévitable dans l'évolution humaine, celle de la conscience de soi. Ce que l'on nomme souvent éveil, Spinoza le décrit comme une transition. L'esprit passe d'un mode de connaissance confus, basé sur des images et des impressions immédiates, à un mode de connaissance plus clair, fondé sur la compréhension des causes et des effets. Cette transition est douloureuse car elle transforme la relation que l'on entretient avec le monde. Elle fait naître des interrogations nouvelles, parfois dérangeantes. Elle met en lumière des aspects de la vie que l'on ne percevait pas. Ainsi,
Le fruit de la connaissance n'est pas une invitation à la désobéissance, mais une invitation à la lucidité. L'humanité, en goûtant ce fruit, découvre qu'elle peut penser par elle-même. Elle comprend qu'elle est responsable de ses propres actions, de ses choix, de ses passions. Elle se rend compte que rien ne vient de l'extérieur pour déterminer totalement ce qu'elle est. Elle découvre sa propre capacité à comprendre et à agir. Dans la pensée de Spinoza, cela signifie que l'être humain accède à sa véritable nature. L'esprit n'est pas créé pour rester dans l'ignorance. Il est fait pour comprendre. Et comprendre, c'est se libérer progressivement des illusions qui limitent notre puissance intérieure. Spinoza appelle cela l'autolibération, le processus par lequel l'esprit se détache de l'imagination confuse pour entrer dans la clarté. Adam et Ève deviennent alors les symboles d'un tournant profond. Ils ne représentent pas la chute de l'humanité, mais son ascension. Le fruit n'est pas un obstacle, mais un passage. Le jardin n'était pas perdu, il était dépassé. L'innocence n'était pas abandonnée, elle était transformée. La connaissance n'a pas détruit l'harmonie, elle a permis de la redéfinir à un niveau plus élevé. C'est ce que Spinoza enseigne, la lumière de la compréhension ne détruit jamais l'être humain, elle le révèle. Elle met en évidence ses forces cachées, ses capacités enfouies, ses ressources intérieures. Elle donne à l'esprit une orientation nouvelle, un horizon plus vaste. La vraie question n'est donc pas de savoir pourquoi Adam et Ève ont choisi la connaissance, mais pourquoi l'humanité a longtemps considéré ce choix comme une erreur. Selon Spinoza, c'est parce que la connaissance dérange les certitudes, bouscule les représentations, provoque un mouvement intérieur qui peut effrayer. Mais c'est aussi ce mouvement qui nous libère et nous permet de devenir pleinement humains. Le fruit est donc le point de départ d'une aventure immense, celle de la conscience, de la liberté, de la responsabilité. Le récit ne parle pas d'une faute, mais d'une naissance. Une naissance difficile, mais inévitable. Une naissance qui marque l'entrée de l'être humain dans sa véritable dimension spirituelle et intellectuelle. Avec cette compréhension, nous pouvons maintenant avancer vers la troisième étape de notre voyage. La rencontre avec ce que Spinoza appelle les passions et la manière dont la connaissance transforme la manière de ressentir, d'agir et de vivre. Les passions, le véritable exil intérieur. Pour comprendre la profondeur de la lecture spinozienne du récit d'Adam et Ève, il faut maintenant se pencher sur ce qui se produit après le geste fondateur de la connaissance. Dans la vision traditionnelle, ce moment marque le début d'un éloignement. Mais dans la perspective philosophique que propose Spinoza, cet éloignement n'est pas géographique. Il se déroule entièrement à l'intérieur de l'être humain. Ce n'est pas un jardin que l'on quitte, mais un état de l'âme. Ce n'est pas l'humanité qui est rejetée, mais l'esprit humain qui traverse une transformation difficile et encore nouvelle. Au moment où l'être humain découvre la connaissance, il découvre aussi une dimension de lui-même qu'il ne soupçonnait pas. Spinoza appelle cela les passions. Les passions sont ces mouvements internes, parfois intenses, qui naissent d'impressions confuses, de réactions spontanées, de croyances incertaines. Elles sont puissantes, rapides, immédiates. Elles peuvent élever ou abaisser l'être humain selon la manière dont elles surgissent et sont comprises. Dans le récit symbolique, dès que Adam et Ève goûtent au fruit, ils prennent conscience de leur état, de leur corps, de leur vulnérabilité. En termes spinoziens, cela signifie que l'humanité, en commençant à réfléchir, découvre un monde intérieur plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Elle découvre ses limites et ses forces, ses peurs et ses désirs. Ce moment représente la naissance d'une conscience plus profonde, mais aussi le début d'une confrontation avec soi-même. Spinoza insiste sur une vérité essentielle. Ce qui trouble l'être humain n'est pas ce qui lui arrive, mais la manière dont il l'interprète. Les passions naissent souvent d'une connaissance partielle, d'une vision fragmentée de la réalité. Lorsque l'humanité commence à penser, elle n'a pas encore les outils nécessaires pour comprendre totalement les causes et les effets. Elle vacille entre la lucidité et l'imagination, entre la raison et la confusion. C'est cette zone d'incertitude qui crée ce que l'on peut appeler l'exil intérieur. Dans la vision spinozienne, le véritable exil n'est donc pas l'éloignement d'un lieu originel, mais l'apparition d'un trouble intérieur. L'être humain ne perd pas un jardin. Il perd la stabilité d'une innocence qu'il ne pourra plus jamais retrouver. Mais cette perte n'est pas une chute. Elle est un passage nécessaire, comme une étape dans la croissance. Spinoza nous rappelle que le mouvement de la nature est irréversible. Une fois que l'esprit s'éveille à la connaissance, il ne peut plus revenir en arrière. Il doit avancer, même si cette avancée s'accompagne de tensions. Lorsqu'Adam et Ève se découvrent eux-mêmes, ils ne découvrent pas une faute. Ils découvrent leur vulnérabilité.
Ils découvrent qu'ils sont capables de ressentir le manque, la crainte, la confusion. Spinoza explique que les passions sont le résultat de l'interaction entre l'esprit humain et les événements externes qu'il comprend de manière partielle. Cette compréhension incomplète est la cause de la plupart des troubles. Tant que l'esprit ne comprend pas pleinement les lois qui régissent les choses, il oscille entre la joie et la tristesse, entre la paix et l'agitation. Le récit ancien parle alors d'un éloignement. Mais pour Spinoza, cet éloignement signifie simplement que l'humanité entre dans une phase de vie où elle doit apprendre à naviguer au milieu de ses propres émotions. La connaissance a ouvert les yeux de l'être humain, mais elle n'a pas encore éclairé son propre fonctionnement intérieur. C'est là que naissent les passions, ces mouvements qui peuvent troubler la raison et obscurcir la clarté que l'esprit cherche. Spinoza ne voit pas les passions comme des ennemis. Elles ne sont pas des fautes. Elles sont des effets naturels. Elles surgissent lorsque l'esprit n'a pas encore acquis une compréhension suffisante de ce qui le constitue. Elles sont les premiers pas maladroits vers une maturité intellectuelle et émotionnelle. De la même manière qu'un enfant tombe en apprenant à marcher, l'humanité trébuche lorsqu'elle commence à réfléchir. Le trouble n'est pas un signe d'échec. Il est un signe de croissance. Dans cette lecture, Adam et Ève ne sont pas punis. Ils sont confrontés à un apprentissage. Ils doivent maintenant comprendre ce qui les anime, ce qui les pousse, ce qui les influence. Ils doivent découvrir les lois internes de leur propre nature, tout comme ils cherchent à comprendre celles du monde extérieur. Spinoza nous montre que cette exploration intérieure est essentielle pour accéder à une vie plus stable et plus libre. L'exil n'est donc pas un rejet. Il est le début d'un long voyage intérieur. Un voyage où l'humanité cherche à maîtriser ses passions, non pas en les supprimant, mais en les comprenant. Spinoza répète souvent que la liberté ne consiste pas à éliminer les émotions, mais à comprendre leurs causes. Lorsqu'une passion est comprise, elle cesse d'être un trouble. Elle devient une force que l'esprit peut orienter vers la joie. Ce que le récit décrit comme une rupture avec le jardin n'est rien d'autre que l'entrée dans le monde des choix, des responsabilités, des doutes, des actions. L'humanité devient adulte. Elle ne peut plus dépendre d'une innocence naturelle. Elle doit désormais apprendre à vivre, à décider, à comprendre, à se transformer. Elle entre dans ce que Spinoza appelle le domaine de l'expérience, là où l'esprit apprend par essai et erreur, par réussite et échec. Dans cette perspective, le grand mensonge ne réside pas dans l'acte du fruit, mais dans la croyance que l'humanité aurait perdu quelque chose. Spinoza affirme que l'esprit humain ne perd jamais sa nature. Il ne fait que changer de degré de puissance. Lorsque l'humanité quitte l'innocence, elle ne perd pas l'harmonie. Elle gagne la possibilité d'en créer une nouvelle par la connaissance. Une harmonie plus haute, plus solide, plus consciente. Le récit de l'exil devient alors une parabole de la maturité. L'être humain, désormais conscient de ses passions, doit apprendre à les transformer par la compréhension. Spinoza appelle cela le passage de la passivité à l'activité. Dans l'état de passion, l'homme est guidé par des forces qu'il ne comprend pas. Dans l'état d'activité, il agit selon la raison, c'est-à-dire selon ce qu'il comprend des lois de la nature. Adam et Ève symbolisent ce moment où l'humanité entre dans cette transition. Ils ne sont plus des êtres innocents portés par l'harmonie naturelle. Ils deviennent les premiers voyageurs d'un monde intérieur complexe, rempli de désirs, de craintes, d'espoir et de doutes. Ils deviennent les premiers philosophes, ceux qui cherchent à comprendre ce qui se passe en eux et autour d'eux. Le véritable exil n'est donc pas une punition. Il est une découverte. L'être humain se rend compte que la liberté ne consiste pas à échapper aux lois de la nature, mais à les comprendre. La connaissance est le seul chemin vers cette compréhension. Et même si ce chemin commence par des tensions et des troubles, il mène vers une paix plus profonde, celle qui naît de la lucidité. Ainsi s'achève cette troisième étape de notre voyage. Nous avons vu comment la connaissance conduit l'humanité à découvrir les passions, et comment ces passions représentent le premier exil intérieur. Dans la prochaine partie, nous verrons comment Spinoza explique la manière dont l'être humain peut transformer ses passions pour retrouver une forme d'unité intérieure plus solide que celle de l'innocence originelle. La transformation intérieure, de la confusion à la clarté. Après l'éveil et l'apparition des passions, un nouveau chapitre s'ouvre dans la lecture spinozienne du récit d'Adam et Ève. Ce chapitre est celui de la transformation. Il ne s'agit plus seulement de comprendre pourquoi l'humanité ressent trouble et agitation, mais de voir comment elle peut avancer vers une connaissance plus stable. Spinoza ne se contente pas d'expliquer l'origine de ces émotions. Il propose un chemin pour les comprendre et les transformer. Ce chemin est exigeant,
mais il est aussi profondément libérateur, car il permet à l'être humain de reprendre la direction de sa vie intérieure. Dans l'interprétation traditionnelle, l'exil est souvent perçu comme une barrière, comme une séparation définitive avec un état de paix originel. Mais pour Spinoza, cette vision manque l'essentiel. Ce que l'on nomme exil n'est pas une fin, mais un commencement. L'être humain, désormais confronté à ses émotions, découvre qu'il possède en lui une puissance qui peut s'éveiller. Cette puissance n'est pas une force brutale, ni une volonté externe. Elle est la capacité de comprendre. Comprendre les causes des choses, comprendre les mouvements internes qui nous traversent, comprendre le sens des événements qui nous entourent. Spinoza affirme que l'esprit humain est comme une lumière qui peut s'éclaircir ou s'obscurcir. Les passions obscurcissent cette lumière, mais elles ne l'éteignent jamais. Elles ne font que la troubler. La raison, au contraire, l'éclaircit. Le rôle de la raison n'est pas d'annuler les passions, mais de les transformer en les comprenant. Lorsqu'on comprend ce qui nous affecte, on n'en est plus prisonnier. On commence à agir selon sa propre nature, plutôt que selon des impulsions confuses. C'est ici que se trouve l'un des points les plus profonds de la philosophie de Spinoza, l'idée que la liberté n'est pas un choix arbitraire. La liberté est un état intérieur dans lequel l'être humain comprend ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Elle ne consiste pas à être libéré des lois de la nature, mais à agir selon leur compréhension. L'être humain devient libre lorsqu'il cesse d'être ballotté par des émotions qu'il ne comprend pas. Il devient libre lorsqu'il transforme ses émotions en une sagesse intérieure. Dans ce processus, Adam et Ève symbolisent le passage de la connaissance confuse à la connaissance claire. Ils ne sont pas seulement les premiers êtres à ressentir des passions. Ils sont aussi les premiers à pouvoir les transformer. Leur exil n'est donc pas une perte. Il est une opportunité. L'humanité découvre qu'elle peut évoluer, se renforcer, s'améliorer. Elle découvre qu'elle ne doit pas rester prisonnière de ses premiers mouvements intérieurs, mais qu'elle peut les éclairer. La transformation commence par un acte simple, reconnaître ce que l'on ressent. Dans le récit symbolique, Adam et Ève se cachent parce qu'ils ressentent une gêne nouvelle. Cette gêne n'est pas une faute. Elle est une prise de conscience. Ils découvrent qu'ils sont vulnérables, qu'ils sont affectés par des mouvements internes qu'ils ne contrôlent pas encore. Spinoza explique que cette prise de conscience est le premier pas vers la clarté. Tant que l'on ignore ce qui se passe en soi, il est impossible d'orienter ses actions. Mais lorsque l'on reconnaît ses émotions, quelque chose change. On cesse d'être entièrement passif. La transformation spinozienne consiste alors à passer de cette reconnaissance à la compréhension des causes. Pourquoi ressentons-nous ce que nous ressentons ? Qu'est-ce qui déclenche nos émotions ? Qu'est-ce qui nous pousse vers certaines actions et nous éloigne d'autres ? Ces questions apparaissent dès que l'être humain s'éveille à la réflexion. Elles accompagnent Adam et Ève dans leur chemin symbolique, comme elles accompagnent chacun de nous. Dans le récit philosophique, la transformation intérieure est un travail exigeant. Elle demande du temps, de la patience, de la lucidité. Mais elle conduit à un état plus stable, plus équilibré, que Spinoza nomme la joie. Pour lui, la joie n'est pas un plaisir passager. Elle est l'augmentation de la puissance de comprendre. Chaque fois que l'esprit passe d'une connaissance confuse à une connaissance plus claire, il s'élève. Il devient plus fort, plus harmonieux, plus libre. C'est ici que nous découvrons un élément fondamental. La joie n'est pas un sentiment isolé. Elle est un signe. Elle montre que l'esprit augmente sa compréhension. Lorsque l'être humain comprend mieux ce qui le bouleverse, ce qui l'inquiète, ce qui le motive, il se sent naturellement plus serein. Il ne dépend plus du hasard des émotions. Il commence à diriger sa vie intérieure. La transformation intérieure n'est donc pas une lutte contre soi. Elle n'est pas un effort pour supprimer certaines émotions. Elle est un travail pour comprendre leur origine. Spinoza explique que lorsqu'une passion est comprise, elle cesse d'être une passion. Elle devient une action. L'esprit ne subit plus. Il agit. Il prend part activement à sa propre existence. Dans cette lecture, Adam et Ève deviennent des figures universelles. Ils symbolisent le premier pas de l'humanité vers une vie consciente. Leur exil est le point de départ d'un long voyage vers la clarté. Le jardin n'était pas une destination finale. Il était une étape nécessaire, mais insuffisante. La véritable paix ne vient pas de l'innocence. Elle vient de la sagesse. La transformation intérieure consiste à construire une solidité qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Dans l'innocence,
Tout est calme tant que l'environnement est favorable. Dans la sagesse, l'esprit reste stable même au milieu des épreuves. Il ne s'agit plus d'être protégé par une harmonie extérieure, mais de développer une harmonie interne. Pour Spinoza, cette harmonie naît de l'unité. L'unité entre ce que l'on ressent, ce que l'on comprend et ce que l'on fait. Dès que ces éléments se contredisent, le trouble apparaît. Mais dès qu'ils s'alignent, la paix se manifeste. Adam et Ève, en quittant l'état d'innocence, entrent dans un monde où cette unité doit être construite consciemment. La transformation intérieure est donc la grande tâche de l'humanité. Elle ne se fait pas en un instant. Elle demande un travail constant, une attention à soi, une recherche de clarté. Chaque compréhension nouvelle enrichit l'esprit. Chaque geste éclairé renforce l'unité intérieure. Chaque émotion comprise devient une occasion d'évolution. Ce processus ne concerne pas seulement les individus. Il concerne l'humanité entière. Car chaque génération hérite non seulement des connaissances de celles qui l'ont précédée, mais aussi de leurs passions non résolues. Comprendre ces passions collectives permet d'avancer vers une société plus harmonieuse. C'est pourquoi Spinoza voit dans la connaissance un outil de libération universelle. Adam et Ève ouvrent ainsi la voie. Ils ne sont pas les symboles d'une chute, mais les premiers voyageurs d'un chemin spirituel et intellectuel qui se poursuit encore aujourd'hui. Leur histoire nous enseigne que la connaissance n'est jamais un danger. Elle est une responsabilité. Une responsabilité envers soi-même, envers les autres et envers le monde. La 4e partie de notre voyage nous montre que la transformation est possible, qu'elle est naturelle et qu'elle conduit vers une liberté plus profonde. Mais il reste encore une étape essentielle pour comprendre le sens complet du récit dans la pensée de Spinoza, la réconciliation avec notre vraie nature. Spinoza et le renversement final, redéfinir Adam et Ève pour comprendre l'humanité. Il existe un moment, dans toute recherche philosophique, où l'on comprend que le vrai questionnement ne porte pas sur des personnages du passé, mais sur nous-mêmes. Et dans ce dernier chapitre, Spinoza nous invite précisément à faire ce pas décisif. Il ne nous parle plus d'Adam et Ève comme de deux êtres lointains, mais comme d'un miroir. Pour lui, l'histoire n'est pas un récit ancien, mais une manière poétique de révéler les mouvements cachés de la nature humaine. Le plus grand enjeu n'est donc pas d'expliquer ce qu'ils ont vécu, mais de comprendre ce qu'ils incarnent encore aujourd'hui. Spinoza commence par rappeler que les textes anciens n'étaient pas écrits pour être lus comme des documents d'histoire, mais comme des récits destinés à éclairer une population qui n'avait ni les outils logiques ni les connaissances scientifiques pour comprendre directement les phénomènes du monde. Ainsi, une histoire simple pouvait contenir une vérité profonde. Adam n'est donc pas un premier homme biologique. Il représente plutôt la première conscience qui s'éveille et qui se découvre libre. Ève n'est pas une figure secondaire, mais l'émergence du désir, de la sensibilité, de l'imagination. Ensemble, ils composent l'être humain dans son entier. C'est ici que commence la bascule. Spinoza explique que l'humanité progresse non parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle apprend. Le récit d'Adam et Ève n'est pas la chute d'une innocence parfaite. C'est l'entrée dans la maturité. C'est la prise de conscience de la responsabilité, du choix et de la compréhension. Le jardin représente l'état d'un être qui ne sait pas encore réfléchir, qui vit en harmonie parce qu'il ignore encore qu'il pourrait choisir de s'en éloigner. Lorsque la conscience découvre la possibilité de décider, elle quitte l'innocence, mais elle gagne quelque chose de beaucoup plus grand, la maîtrise de soi. Pour Spinoza, cette prise de conscience est le point de départ de toute philosophie authentique. L'être humain qui naît dans le monde ne reçoit pas immédiatement la sagesse. Il doit lutter contre les peurs, les illusions, les désirs contradictoires, les images qu'il se fabrique sans comprendre leur origine. Adam et Ève, en sortant du jardin, symbolisent cette traversée que chacun de nous doit accomplir au cours d'une vie. Nous quittons tous un jour un état naïf où tout nous semble simple, pour entrer dans un monde où chaque décision a un poids, où chaque émotion peut nous guider ou nous égarer, où chaque choix révèle notre caractère. Spinoza n'accuse jamais l'humanité d'avoir fauté. Pour lui, parler de faute serait déjà une manière de rejeter la responsabilité sur une règle extérieure. Au contraire, il affirme que l'erreur est une étape naturelle et nécessaire. Sans l'erreur, il n'y a pas de compréhension. Sans incompréhension, il n'y a pas de progrès. Le récit traditionnel parle d'une limite que l'on ne devait pas franchir. Spinoza, lui, parle d'une connaissance que l'on devait atteindre, tôt ou tard. Il ne voit pas un interdit violé, mais une étape incontournable du développement humain. Dans cette perspective,
Le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal représente quelque chose de beaucoup plus vaste qu'un simple choix entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Il représente la capacité humaine à imaginer, à juger, à distinguer, à élaborer des idées partiellement vraies ou totalement fausses. Il représente la naissance de la pensée morale, mais aussi toutes les erreurs d'interprétation qui en découlent. Ce n'est pas un arbre interdit. C'est un symbole de ce qui rend l'être humain à la fois fragile et puissant. L'ange qui se tient à l'entrée du jardin après la sortie d'Adam et Ève symbolise non pas une punition, mais l'impossibilité de revenir à un état d'ignorance une fois que la conscience s'est éveillée. On ne revient jamais en arrière. Une fois que l'on sait, même confusément, que nos actes ont des conséquences, la vie devient un chemin de responsabilité. Et ce chemin, malgré les épreuves qu'il comporte, est ce qui nous donne notre grandeur. Dans les dernières pages de sa réflexion, Spinoza renverse encore une fois la perspective. Il affirme que ce que nous appelons le manque, la séparation ou la perte du jardin n'est en réalité qu'une transformation. L'être humain n'a pas perdu un paradis. Il l'a déplacé. Il a quitté un état d'innocence inconsciente pour entrer dans un état où chaque instant de paix doit se construire. Le vrai jardin n'est pas derrière nous, mais devant. Il ne nous est pas donné, mais il se cultive. Ainsi, Adam et Ève deviennent les symboles de notre capacité à créer notre propre harmonie. Une harmonie qui ne dépend plus d'un lieu parfait, mais d'une connaissance claire. Une harmonie qui n'est plus imposée par l'extérieur, mais choisie. Spinoza parle d'une paix née de la compréhension, d'une joie qui ne dépend pas des circonstances mais de la lucidité avec laquelle on les traverse. Dans cette vision, l'humanité ne porte pas un passé à réparer. Elle porte un avenir à construire. Ce qu'on appelle parfois le grand mensonge ne serait alors que l'erreur d'interpréter un récit symbolique comme une réalité historique. Le vrai sens est ailleurs. Le récit d'Adam et Ève est une parabole de la prise de conscience. Il nous dit que la liberté se conquiert, que la responsabilité s'apprend, que la sagesse se construit à travers l'effort de comprendre. Spinoza conclut que le rôle de la philosophie est précisément de libérer l'esprit de toutes les confusions qui l'empêchent de voir cette vérité. La philosophie ne détruit pas les récits anciens. Elle leur rend leur force. Elle dévoile leur sens profond. Elle nous apprend que la vraie liberté ne réside pas dans l'absence de règles, mais dans la compréhension des lois de la vie. Elle nous apprend que notre plus grande puissance vient de la clarté de notre esprit et de la paix intérieure qui en découle. Et ainsi, dans ce dernier chapitre, la question fondamentale apparaît clairement. Le jardin n'était qu'une image. La sortie du jardin n'était qu'une métaphore. L'histoire entière n'était pas un acte passé, mais un mouvement intérieur qui recommence chaque jour. Adam et Ève, ce n'est pas hier. C'est maintenant. Ce sont nos choix, nos hésitations, nos peurs, nos élans, nos erreurs et notre capacité à nous relever. C'est tout ce qui fait de nous des êtres en transformation constante. Spinoza nous laisse finalement avec une vision profondément positive. L'être humain est perfectible. Il n'est pas brisé. Il n'est pas exclu d'une harmonie perdue. Il est en marche vers une clarté qui, lorsqu'elle se déploie, transforme entièrement sa vie. Le grand mensonge n'est donc pas l'histoire elle-même, mais la manière dont nous l'avons figée, oubliant que son rôle était de nous guider et non de nous enfermer. En comprenant cela, nous redonnons à Adam et Ève leur véritable dimension. Ils ne sont pas les témoins d'un passé. Ils sont les symboles d'une sagesse éternelle. Ils nous rappellent que chaque être humain porte en lui un potentiel immense. Ils nous montrent que la paix n'est pas un lieu, mais une compréhension. Ils nous apprennent que la véritable force ne vient ni du passé ni de l'autorité extérieure, mais de la lumière intérieure qui naît de la connaissance. Et dans cette lumière, Spinoza voit la véritable liberté humaine. Une liberté calme, lucide, capable de transformer chaque épreuve en connaissance, chaque confusion en clarté, chaque douleur en puissance de vivre.